Bien, bonjour tout le monde. Attendre 30 secondes que s'assurer que tout le monde est bien branché. Bienvenue à ce webinaire. Donc, mon nom est Denis Côté, je suis analyste des politiques à l'Association québécoise des organismes de coopération internationale, la COSI, et ça me fait plaisir, grand plaisir d'animer ce webinaire en partie aujourd'hui. Donc, vous êtes ici pour participer au webinaire Se mêler de nos affaires, s'assurer que les entreprises canadiennes respectent les droits humains à l'étranger. Donc, c'est un webinaire qui est organisé dans le cadre du mois d'action pour la justice minière, donc qui est tout le mois de mai 2020. Et c'est organisé par le Réseau canadien pour la reddition de comptes des entreprises. Donc, ça nous fait grand plaisir de vous avoir avec nous ce matin, ce midi en fait. On voulait d'abord souligner, c'est un peu particulier parce que c'est un événement virtuel, mais quand même, on voulait souligner que les terres d'où nous diffusons ce webinaire font partie du territoire traditionnel autochtone. Donc, ici à Montréal, d'où j'anime le webinaire, nous sommes sur le territoire non cédé des Mohawks, un endroit qui a longtemps servi de lieu de rassemblement et d'échange entre les nations. Avant de commencer, d'entrer dans le vif du sujet, juste quelques informations techniques. D'abord, si vous avez des problèmes quelconques au niveau de l'audio, vidéo ou autre là, pour comprendre ou gérer votre participation au webinaire, on vous invite à écrire dans la boîte de conversation, là, dans la boîte de chat spécifiquement. Donc, on garde cet endroit-là spécifiquement pour les questions plus techniques. On a quelqu'un qui s'occupe du support technique et qui va pouvoir vous répondre et vous aider si jamais il y a un problème. Nous allons aussi avoir plusieurs moments pendant le webinaire, entre quelques moments où vous allez pouvoir poser des questions à nos intervenantes et intervenants. À ce moment-là, on va vous inviter à inscrire les questions dans la boîte Q&A, donc Question and Answer, ou questions et réponses. Donc, si vous avez des questions pendant le webinaire, on vous invite à les inscrire là-dedans et non pas dans le chat. Donc, nous, on va lire les questions qui sont dans la boîte Q&A. Là, vous allez trouver le petit icône en bas de votre écran. Maintenant, le webinaire aussi est en train d'être enregistré et donc toutes les personnes qui se sont inscrites vont recevoir par la suite donc l'enregistrement et aussi des liens vers les ressources qui seront partagées là, pendant la rencontre. Alors, on va commencer. Évidemment, vous comprendrez qu'on ne peut pas faire un tour de table. Je vois qu'on est 70 personnes en ligne, donc on ne pourra pas faire un tour pour se présenter tout le monde, mais on voulait quand même avoir une idée de qui sont les personnes qui sont avec nous ce midi. Alors, on va lancer un petit sondage. Donc, je pense que c'est en ligne. Voilà, donc vous avez 3 petites questions, donc on vous demanderait de prendre une petite minute là, pour répondre aux 3 questions, là, simplement pour nous donner une petite idée de l'endroit où vous vous trouvez aujourd'hui, depuis combien de temps vous militez pour un ombudsperson et si vous êtes membre ou associé à un des organismes qui sont mentionnés. Donc, on vous laisse une minute là, pour regarder et répondre. On va voir l'évolution des réponses. C'est bon, je vois que ça... Oui, je vous interromps, monsieur. Je ne peux pas répondre au sondage. Oui, ça c'est parce que je pense que c'est parce que vous avez un lien d'intervenant. Les personnes qui ont des liens comme intervenants pendant la rencontre n'ont pas accès au sondage parce que c'est envoyé, je pense, seulement aux personnes qui ont un lien comme participants du webinaire. Donc, c'est un des petits éléments techniques. Ah, ben là, je vois quelqu'un demande si je ne suis pas membre associé à un des organismes, il n'y a pas d'option. Effectivement, on a oublié de mettre une option, donc c'est simplement peut-être sauter cette question. On va prendre quelques secondes. Je vois que déjà plus de 70% des gens ont répondu. Je vais juste attendre que le sondage soit fermé pour passer
à la revue des réponses. Oui, donc si vous n'êtes pas associé à un des organismes, on a oublié d'ajouter une option pour ça, donc on s'excuse, vous pouvez simplement sauter la question. Alors voilà, je pense que vous, je ne sais pas si vous voyez les réponses vous aussi au sondage. Donc, on a fermé le sondage. On voit que on a beaucoup de monde, c'est égal. On a 37% des gens qui sont dans la région de Québec et 37% dans la région du Grand Montréal. On a aussi des gens du nord du Québec, de la rive sud des provinces atlantiques, de la Colombie-Britannique, de l'Ontario, de Saskatchewan et Manitoba qui sont avec nous. Bienvenue à tout le monde. On voit que oui, donc la majorité des gens qui sont en ligne militent. En fait, c'est pas la première. Ils n'en sont pas à leur tout début dans la militance pour la justice minière, même que le quart, le 26% d'entre vous militez pour un ombudsperson depuis plus de 10 ans. Et on a quand même 17 personnes qui viennent tout juste de commencer. Donc, on est heureux que vous vous joigniez à nous aujourd'hui. Et on voit pour l'association majoritairement des gens associés aux membres de Développement et Paix, mais beaucoup de gens aussi avec Amnesty International francophone, les syndicats, donc notamment les métallos. Et on voit aussi qu'il y a des gens associés à Oxfam, la COSI et le CEDAL. Donc, merci beaucoup d'avoir participé à ce petit sondage. Ça nous donne une meilleure idée de qui sont les personnes qui sont avec nous ce matin, ce midi. J'arrête pas de dire ce matin. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter maintenant Emily Dwyer, qui va prendre la parole dans quelques secondes. Donc, Emily Dwyer, qui est la coordonnatrice du Réseau canadien pour la reddition de comptes des entreprises. Emily a étudié en droit à l'Université de Dalhousie en Nouvelle-Écosse et elle travaille sur les enjeux liés à la justice minière depuis plus de 10 ans, comme beaucoup de personnes parmi vous en ligne présentement. Donc, Emily, si tu es là, je te cède la parole. Merci beaucoup et bon après-midi. Je vais commencer un peu. Je sais que plusieurs d'entre vous sont impliqués dans une de nos organisations membres, mais on est 38 organisations membres de partout au Canada, donc dans le droit de la personne, religieux, des organisations féministes, des syndicats, et beaucoup de nos membres ont des liens de long terme avec les communautés affectées par les activités des compagnies à l'étranger, y compris spécialement liées aux activités minières. On peut continuer un peu avec le PowerPoint au deuxième, je pense, Elana. Notre vision en matière d'entreprise et droits de la personne, c'est un monde dans lequel on veut contribuer à un monde sans discrimination, harcèlement, violence, ni destruction environnementale, et que les sociétés canadiennes et d'autres compagnies qui vendent des produits dans le marché canadien, par exemple, respectent les droits humains et dans l'environnement dans leur opération. Elana, tu vas peut-être suivre avec moi le PowerPoint pendant que je ne vais pas te le dire à chaque fois, mais oui, merci. Et je vais parler aujourd'hui de deux de nos enjeux principaux, deux de nos priorités principales, mais je voulais premièrement mentionner qu'il n'y a pas une seule mesure, un seul mécanisme qui va répondre aux problématiques actuelles qu'on voit. On demande un agenda assez robuste avec plusieurs de mesures. Mais ce que je vais parler aujourd'hui, c'est nos deux plus importantes priorités actuelles, c'est qui est l'ombudsperson indépendante avec pouvoir d'enquête et une loi sur la diligence raisonnable en matière de droits de la personne. Et dans l'ensemble de ces mesures, la priorisation du consentement préalable libre et éclairé des peuples autochtones.
Avant de donner la parole à nos invités internationaux, je voulais juste nous rappeler de pourquoi on privilège la reddition de comptes des entreprises. Les violations de droits de la personne liées aux abus des compagnies sont généralisées et flagrantes. Encore une fois, dans le secteur minier, il y a beaucoup de risques en matière d'abus de droits de la personne et de destruction environnementale, mais aussi des violations importantes dans la production des vêtements, etc. Une des raisons pour lesquelles il y a tellement de violations, c'est qu'il y a une lacune en matière de responsabilisation. C'est-à-dire qu'au plan international, nos systèmes ne sont pas créés pour responsabiliser les entreprises, ils visent plutôt les États. Au niveau des pays hôtes, là où les compagnies opèrent, il y a souvent soit pas de loi qui protège les droits de la personne et l'environnement, ou ces lois ne sont pas renforcées vis-à-vis les grandes compagnies multinationales. Et au Canada, on manque des mécanismes adéquats pour accéder à la justice. La troisième raison pour laquelle on privilège beaucoup la question de la reddition de comptes des entreprises, c'est à cause de la responsabilité particulière du Canada. La plupart des compagnies minières au plan international sont basées au Canada. Mais aussi, il y a plusieurs autres liens. Comme je disais tout à l'heure, les vêtements qu'on porte, les ordinateurs qu'on utilise, les fonds publics dans lesquels nos pensions investissent, etc., sont souvent liés aux activités des compagnies. Et d'autres liens avec le Canada, c'est aussi les relations, les liens qu'on a avec les personnes, les organisations et les communautés affectées. Ce n'est pas seulement un statistique, sinon que c'est des personnes avec lesquelles on travaille depuis longtemps et on a des longues périodes d'engagement qui nous soutiennent, nous mobilisent de continuer d'agir même quand on ne voit pas des succès immédiats. Donc, je vais, après des interventions de nos partenaires internationaux, je vais donner un plus longue mise à jour sur cette campagne, mais on a la chance maintenant d'entendre de trois partenaires. Guillain Coco va nous participer en direct. Il est avocat en droits humains du RDC. Il a travaillé avec l'Observatoire de gouvernance et paix en RDC et il est l'ancien directeur de programme de l'Association africaine, du Coalition africaine pour la reddition de comptes des entreprises. Il est récemment arrivé au Canada et on est ravis qu'il soit avec nous. Après l'intervention de Guillain, on verra un court vidéo témoignage des Moura du Brésil. C'est des partenaires de développement et paix. Et Développement et paix lance une campagne sur le consentement préalable libre et éclairé en soutien de ses partenaires au Brésil. Et finalement, on verra un court vidéo témoignage de Kalpona Akhter, qui est du Centre du Bangladesh pour la solidarité des travailleurs. Et elle va parler du contexte actuel dans la production des vêtements au Bangladesh, y compris la situation actuelle du pandémie. Mais premièrement, je vais passer la parole à Guillain. Merci beaucoup d'être avec nous et de parler un peu de ton expérience, des exemples du continent africain en matière de reddition de comptes des entreprises.
Merci beaucoup, Émilie. Merci beaucoup à tous les collègues membres de l'association Canada Network for Corporate Accountability et salutations à tout le monde qui est présent ici. De prime abord, je tiens d'abord à vous remercier et de nous avoir associés à cet événement. Ça représente beaucoup pour nous. Ensuite, je tiens au nom peut-être de mes collègues africains et des victimes que nous représentons, nous tenons à dire un mot de remerciement, mais aussi un mot pour vous féliciter et vous encourager dans la lutte. Vous féliciter pourquoi? Parce qu'arriver à avoir la commission de l'ombudsperson, quand bien même il y a encore des difficultés, nous savons que c'est vraiment un travail de longue haleine et tous vos efforts vraiment sont à saluer et nous tenons à vous encourager et nous vous promettons vraiment des vrais ensemble pour arriver vraiment à mettre fin à l'impunité des entreprises multinationales. Bonjour, Guillaume, je m'excuse. Je voulais juste savoir, peut-être que tu peux pencher ta caméra un petit peu? Je pense qu'on voit, parce que je ne sais pas si c'est juste moi, mais on voit plutôt juste le haut. Là, voilà, on voit un petit peu. C'est beaucoup mieux comme ça? C'est déjà mieux, oui, merci. Tu peux baisser encore un petit peu. Comme ça, c'est bon? Ou bien comme ça? Non, comme ça peut-être. Vous me voyez bien, t'as bien? C'est déjà un peu mieux. On voit à partir de la moustache. Vous pouvez reculer la caméra peut-être. Comme ça? Non, dans l'autre sens. Ah, ça c'est bon. Oui, okay. Ça c'est parfait. Merci. Désolé. OK. Non, merci beaucoup pour ça, oui. Alors, c'est quoi je vais parler aujourd'hui? Je vais d'abord me mettre à citer quelques sociétés multinationales qui sont enregistrées au Stock Exchange à Toronto, c'est-à-dire qui sont enregistrées comme compagnie canadienne. Aussi, à vous parler des difficultés que nous, défenseurs des droits de l'homme, qui représentons les victimes, à la fois les individus, par victimes, on entend par individus et communautés africaines qui ont été négativement affectées par les actions des entreprises multinationales, surtout celles venant du Canada. D'entrée de jeu, il est important de signaler que la lutte contre l'impunité des entreprises multinationales est un effort qui a été salué par de nombreuses communautés africaines. Comme vous le savez, l'Afrique est dotée de nombreuses ressources naturelles. Mais malheureusement, ce qui manque aux Africains, c'est l'élite politique et qui a une gestion très cruciale. À cela s'ajoute maintenant la complicité que nos élites, l'élite africaine, ont fait avec de nombreuses multinationales pour rester au pouvoir et pour aussi enrichir leurs poches ainsi que leur famille. Parmi ces entreprises, nous pouvons citer d'abord au niveau, il y en a beaucoup, mais nous allons seulement citer quelques-uns pour raison du temps. Nous avons par exemple le cas qui était venu ici au Canada, en Ville Mining, où la communauté, je pense que vous connaissez ce cas, où la communauté a été négativement affectée par une société canadienne et australienne, en Ville Mining. Ils ont attaqué une population de Kwilu en République démocratique du Congo. Ils ont massacré plus de 70 personnes. Malheureusement, la justice a été cherchée au niveau de la RDC. Ça n'a pas été facile. Donc, il y a pas eu, les victimes n'ont pas eu gain de cause. Le cas a été amené ensuite au Canada, en Australie d'abord et puis au Canada, et sans gain de cause. Ce cas, heureusement, il a été pris au niveau de la Commission africaine des droits de l'homme et on a accordé aux victimes plus de 2 milliards de dollars que les gouvernements congolais devraient payer. À part cela, aussi, l'Union africaine a reconnu l'implication de la compagnie en Ville Mining qui a mis à sa disposition beaucoup de matériaux, y compris les moyens de transport, la nourriture et autres fournitures logistiques dont les soldats en avaient besoin.
À part ça, nous avons l'entreprise Acacia, qui est aussi reconnue enregistrée au Canada. Acacia, qui, comme vous connaissez, il a été récemment condamné par, plutôt, il subit des poursuites au niveau de la Tanzanie et de l'Érythrée. En Tanzanie, c'est beaucoup plus dans le cas de l'expropriation des terres. Ils ont expulsé des populations locales. À part Acacia, nous avons un cas qui est très sérieux, qui a connu le plus grand nombre de victimes que nous connaissons. C'est avec l'entreprise Barrick Gold Corporation. Barrick Gold a été impliqué comme victime, et plutôt comme complice avec l'armée ougandaise et l'armée rwandaise pour piller l'est de la RDC et fournir les armes aux soldats et aux rebelles pour mettre non seulement le régime de Mobutu, mais aussi après Mobutu, ils ont continué à perpétuer des exactions contre contre la population et plusieurs tueries au niveau de l'est de la République démocratique du Congo, dont le nombre s'estime actuellement à plus de 8 millions de personnes. Barrick Gold a été cité dans les rapports des experts des Nations Unies et dans plusieurs ouvrages qui sont reconnus par de nombreux chercheurs, y compris Alain Arnaud de l'Université de Montréal. À part Barrick Gold, nous avons aussi cité Think Mining, Melchior Resources, First Quantum Mineral, qui actuellement aussi connaît beaucoup de violations des droits de l'homme à la fois en Zambie et au Katanga dans l'exploitation du cobalt. Nous avons aussi IM Gold Corporation, Xiaomin Resources, Ashanti Goldfield Company et Banro Corporation. Banro Corporation qui opère au niveau de l'Est de l'Afrique et de la RDC, notamment dans le Sud Kivu. Et il y a beaucoup de cas des violations des droits de l'homme qui sont reprochées, notamment mauvais traitement de ses employés, et les travaux dans des conditions inhumaines, et la violation des droits des femmes, surtout pour l'air police qui font la garde de cette station. À part ça, il y a un autre cas qui est beaucoup plus, je dirais, à la fois économique et politique. C'est le cas avec Gen Gettler. Gettler, qui est un milliardaire disons, d'origine Israël, d'origine juive, mais qui est un ami personnel au président Joseph Kabila. Gen Gettler a créé une société depuis 2001, une société appelée Maxom Finance International, qui est la subsidiaire, qui est une compagnie subsidiaire de Dengler International, DGI. Glenn a été cité et il a aussi reçu l'embargo du gouvernement américain pour avoir aidé et aussi, non seulement la RDC, mais aussi avoir aidé le président Kabila à commettre plusieurs massacres et tueries contre la population quand on voulait lui barrer la route pour briguer contre le troisième mandat, qui était un mandat illégal et inconstitutionnel. Glenn a été reproché aussi dans le blanchissement d'argent, ainsi que pour le monopole de vente de diamants dans presque dans les Dékasaï et en matière de cobalt au niveau de Katanga. À part ces entreprises que je viens seulement de noter, il y a toute une panoplie d'autres entreprises multinationales, à la fois canadiennes et non canadiennes. Mais pour nous, l'espoir, c'est de voir que si au niveau de la société civile canadienne, les efforts aboutissent à avoir un nombre de personnes, avoir aussi le droit de devoir de diligence raisonnable, ça sera un grand pas vers la fin de l'impunité. Parce qu'au niveau de l'Afrique,
ça nous devons le dire, il y a de nombreuses difficultés auxquelles nous sommes confrontés. La première des difficultés, c'est d'abord quand on est des droits de l'homme, beaucoup de pression qu'on reçoit de la part des dirigeants qui sont au pouvoir, pour qui cela profite. De deux, le phénomène des Panama Papers, l'évasion fiscale. Il y a beaucoup d'entreprises qui font l'évasion fiscale et tout ceci se fait en complicité avec les politiciens au pays. L'entreprise, au niveau de l'arsenal juridique congolais, quand bien même nous avons la RDC, par exemple, a un très bon code minier pour le moment, mais sa mise en application est vraiment très difficile. Et tout cela met ou diminue les chances pour les victimes de violations des droits de l'homme d'avoir gain de cause pour les cas où ils peuvent, dans les procès qui les opposent. Je ne sais pas combien de temps j'ai. Combien de temps me reste? En fait, il faudrait conclure. C'est peut-être une dernière minute pour conclure. Oui. Donc, en conclusion, nous disons que au niveau de l'Afrique, nous sommes tous, nous comme défenseurs des droits de l'homme, nous sommes aussi déterminés dans la lutte contre l'impunité des entreprises multinationales. Et dans cette lutte, nous sommes très conscients que nous ne pouvons pas y arriver seuls. Nous avons besoin de la collaboration de nos partenaires de partout dans le monde et surtout de ceux du Canada où plus de 60% des entreprises multinationales au niveau du monde sont inscrites au Canada, sont enregistrées au Canada. Et nous promettons de joindre nos mains aux vôtres pour arriver à cette bataille, au résultat escompté de cette bataille. Merci, je vous remercie. Ilana, je pensais que c'était les vidéos maintenant. Merci beaucoup, Guillain. Je vous en prie. De votre participation et on va maintenant voir deux courtes vidéos, témoignages des Moura de Brésil et de Bangladesh. Après, je vais prendre la parole encore une fois et on va retourner à une période de questions. Donc, Pierre-Luc, si tu veux lancer les vidéos. Nós, como indígenas Moura, nós fomos nascidos. Pour nous, les Moura qui sommes nés et qui avons grandi ici, dans ce village, dans cette forêt, la nature signifie tout pour nous. Então ela significa tudo para nós. Nous faisons partie de la forêt et elle fait partie de nous. Ela da floresta, ela é de nós também. Au milieu de cette forêt, il y a un peuple, des personnes. Nous survivons de la terre, nous survivons des cours d'eau. À partir du moment où notre terre est explorée et que nos cours d'eau sont pollués, nous aussi, nous cessons d'exister. En ce moment, la plus grande préoccupation est la question territoriale. Une minière peut s'implanter sur notre territoire pour extraire des minerais. La minière est arrivée dans la communauté sans nous expliquer les impacts et sans nous consulter. La compagnie est arrivée à ma porte en disant qu'ils faisaient une recherche, mais ils n'ont pas dit sur quoi porter la recherche. Puis, un homme de la compagnie m'a dit qu'il venait pour acheter mon terrain. J'ai dit, mais je ne le vends pas. Je n'ai pas l'intention de le vendre. Il a dit, mais vous devez le vendre parce que l'entreprise en a besoin. J'ai dit, mais je ne le vends pas. Il a dit, si vous ne le vendez pas, vous allez le perdre.
Comme vous pouvez voir, nous sommes encerclés de fermiers. Il y a des fermiers de ce côté, de l'autre, par ici et par là. Alors, pour qui vit de la chasse, il n'y a pas de moyen. Ça devient beaucoup plus difficile. Avant, il y avait beaucoup de poissons et des animaux pour la chasse. Nous avions confiance que l'eau était bonne à boire. On la buvait à même la rivière. Mais maintenant, on ne peut plus faire ça. L'eau est très contaminée par les buffles qui sont élevés ici. C'est un animal qui ne s'adapte pas au climat de notre région. Il a besoin de grandes étendues de pâturage pour manger ou se promener. Et c'est pour cela que la déforestation s'est beaucoup intensifiée. Cela nous a grandement affectés. L'an passé, il fallait surveiller nos plantations. Sinon, les buffles détruisent tout. Chaque année qui passe, chaque déboisement supplémentaire, cela devient plus difficile. Si ça continue comme ça, nos enfants et nos petits-enfants n'auront plus rien. Notre devoir en tant que peuple Moura est de surveiller. Mais nous qui sommes les gardiens de la forêt ne sommes pas respectés. Nos droits sont violés. À cause de la mauvaise information et du manque d'information, les Mouras percevaient la mine comme quelque chose de bien, de nécessaire pour le développement de la région. Puis, ils ont réfléchi jusqu'au moment où ils ont senti le besoin de demander cette consultation. La justice a accordé qu'il y ait un arrêt des travaux jusqu'à ce que les Mouras décident ce qu'ils veulent, oui ou non, à l'implantation du projet. Nous sommes dans une grande lutte pour que cela ne se produise pas sur notre territoire. Nous sommes certains que cela aura un grand impact environnemental et social. Nous voulons notre territoire, la démarcation de nos terres et de toutes les terres autochtones pour faire du Brésil un pays où on peut vivre en harmonie et en sécurité. Je pense que seuls, nous n'y arriverons pas. Nous allons lutter jusqu'à la fin, mais nous ne réussirons pas parce que les forces sont plus fortes. Nous avons vraiment besoin de votre appui. Parfois, avec peu de ressources, il est possible de faire beaucoup. Je dis toujours que cela permet la mobilité pour nous, afin d'appuyer les Mouras, mais aussi pour eux, afin qu'ils puissent s'organiser pour faire valoir leurs droits. Mobilisar para conquistar os seus direitos. Et notre dernière vidéo témoignage, c'est Kalpona Akhter du Bangladesh. Donc, Pierre-Luc, si tu veux le lancer. Désolé, un petit ennui technique. Ça va être résolu dans 2 secondes. Peut-être je vais continuer de mon présentation pendant qu'on attend, étant donné qu'on est un peu arrière dans le temps. Donc, Pierre-Luc, tu m'avises quand ça serait prêt. Mais Elana, est-ce que tu peux démarrer mon PowerPoint encore une fois?
moi, je vais faire le suivi maintenant assez rapidement sur nos campagnes pour le renforcement du bureau d'ombudsman et promulguer les normes de diligence raisonnable en matière des droits humains. Plusieurs d'entre vous connaissent assez bien la campagne pour un ombudsman, une ombudsperson indépendante avec pouvoir d'enquête, et les éléments essentiels sont connus pour vous. L'indépendance, le pouvoir d'enquête, des vrais pouvoirs d'enquête, y compris les pouvoirs coercitifs obliger aux compagnies de produire des documents et des témoignages sous serment, qu'ils soient basés dans le respect pour les droits de la personne, ferait des rapports publics avec ses recommandations pour des réparations et pour des changements des politiques et du droit canadien pour assurer la prévention des torts futurs, et qu'il aurait les pouvoirs de faire des suivis. Et ça, c'est qu'est-ce qu'en janvier 2018, le gouvernement canadien, par le ministre Champagne, aurait annoncé la création d'un véritable ombudsman efficace, et le gouvernement s'est engagé à le donner tous ces éléments essentiels. Mais en avril 2019, le gouvernement a fait marche arrière. Ils ont nommé Sherry Meyerhofer comme l'ombudsperson, et dans le décret en conseil qu'il a nommé et énonçait son mandat, il n'y avait pas de pouvoir d'enquête, et l'ombudsman et tous ses employés sont sont des travailleurs du fonction publique. En septembre 2019, juste avant les élections fédérales, le ministre Carr nous a écrit une lettre au RCRCE et autres pour réitérer l'engagement du gouvernement de créer un ombudsman avec des pouvoirs, mais disant que maintenant, il pensait le faire par le biais d'une loi future. Après les élections, on ne voit aucune action de la part du gouvernement, mais pas un manque d'action de notre part, et on peut parler un peu de cela plus tard. On a publié un avis public au plan international indiquant que l'offre est loin de ce qui avait été promis. Donc, on a eu un grand succès, un grand retour, et il faut mobiliser toujours. En ce qui concerne la deuxième tranche de notre campagne présente, c'est une loi comportant des mesures d'ensemble rendant obligatoire la diligence raisonnable en matière de droits de la personne. Le but de cette loi-là, c'est un complément à l'ombudsman. L'ombudsman un ombudsman efficace a la fonction de faire des investigations, des rapports publics et des recommandations. Le but d'une loi sur la diligence raisonnable, c'est de prévenir et éliminer les effets négatifs dans les chaînes d'approvisionnement et les opérations globales des compagnies canadiennes et ceux qui font affaire au Canada. Les éléments essentiels d'une loi de diligence raisonnable, c'est qu'il oblige les compagnies à exercer une diligence raisonnable, c'est-à-dire de définir, identifier, prévenir, atténuer et rendre compte sur les risques et les violations des droits humains qu'on trouve dans les chaînes d'approvisionnement, qu'il énonce la responsabilité des entreprises de respecter les droits de la personne, que la loi applique dans tout le long du chaîne d'approvisionnement, dans les opérations globales, dans les relations commerciales, etc. Par exemple, les compagnies de sécurité, les fournisseurs, les producteurs.
et que la loi s'applique sur tous les droits de la personne internationale, c'est-à-dire pas seulement la protection d'un droit, mais sinon tous les droits de la personne. Et la dernière caractéristique importante de d'une telle loi, c'est que ça tient les entreprises légalement responsables lorsque leurs opérations causent un préjudice parce qu'ils n'exercent pas une diligence raisonnable. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on devrait considérer que c'est une bonne opportunité actuelle pour avancer une telle loi. Il y a un élan international incroyable. En Europe, on voit des lois semblables qui sont mises en place ou en train de développement. L'Union européenne vient de s'engager à passer une telle loi. La société civile canadienne est en cours d'élaborer une proposition détaillée. Il y a de l'intérêt de plusieurs partis. Avant les élections, plusieurs partis fédéraux se sont engagés à créer une telle loi si élue. Il y a aussi des importants défis. Le gouvernement a commencé des consultations sur une possible loi avant les élections. Ils ont dit penser de faire une deuxième phase. On n'a aucune nouvelle de cela. Il y a un projet de loi sur l'esclavage moderne, mais cela vraiment manque le but. Ce n'est pas une loi sur la diligence raisonnable, sinon une loi qui vise uniquement sur le reporting. Et on aurait possiblement des difficultés avec l'espace politique de mobiliser, d'avancer une telle loi dans le contexte du pandémie. Avant qu'on passe à la vidéo de Kalpona Akhter, que je crois qu'il est maintenant disponible, c'est seulement pour vous rappeler et vous remercier à tous que même qu'on a vu un retour du gouvernement, on n'a pas laissé que cela soit en silence. On a fait des mobilisations incroyables, des marches dans les rues à Toronto, des grandes pétitions, des personnes des Nations Unies qui sont venues, beaucoup de rencontres et d'appels avec les députés. Ils nous ont informés qu'il y avait des moments dans lesquels la question de l'ombudsman, c'était ce que les citoyens leur parlaient le plus. Donc, je vous remercie et on continue, on ne renonce pas. On va maintenant faire le cours vidéo de Kalpona Akhter. OK, je pense que, étant donné les problèmes techniques avec la vidéo, qu'on devrait vous envoyer ce lien et continuer. Donc, je vous remercie et je passe la parole à Denis
et peut-être je te passe le parole. Merci, Émilie. Dans le fond, on a pris un peu de retard sur l'horaire, mais on va prendre quand même 5 minutes pour quelques questions, s'il y en a, soit pour Émilie ou pour Guylaine, qui a fait une intervention, Guylaine Coco, qui a fait une intervention un peu plus tôt. Donc, je vous invite, si vous avez une question à poser à une de ces deux personnes, à la mettre dans la boîte Q&A. Moi, on pourrait peut-être en prendre 2, 3 à la fois et les soumettre à nos intervenants. Donc, je vous invite à y aller tout de suite. Je vous rappelle, mettez-le dans la boîte Q&A, pas dans le chat. Je ne vois pas de questions pour le moment. On va attendre encore une petite minute, voir s'il y a des gens qui se manifestent. OK, j'en vois une. Donc, peut-être je peux commencer par lire celle-là. Donc, on a une question de Stéphanie Dupont qui demande quel travail fait le bureau de l'Ombudsman aujourd'hui? Donc, il n'y a pas d'autres questions présentées dans la boîte de chat de ma connaissance. Ah oui, excusez-moi, je n'avais pas lu jusqu'en bas. Donc, quel travail fait le bureau de l'Ombudsman aujourd'hui? Karine Cazot qui demande aussi est-ce que des minières canadiennes sont sur l'appel afin de partager leur point de vue? Je ne sais pas si quelqu'un connaît la liste des participants, donc peut-être Émilie qui pourrait répondre à cette question-là. Émilie? Oui. En ce qui concerne quel travail fait le bureau de l'Ombudsman actuellement, c'est le 1er mai, c'est l'anniversaire d'1 an depuis que Sherry Meyerhofer prend sa poste. On ne reçoit toujours, le bureau n'est toujours pas ouvert pour recevoir des plaintes. Donc, je crois comprendre que le travail que le bureau fait actuellement, c'est de se structurer pour pouvoir le faire. Ça fait 1 an. On sait que le bureau de l'Ombudsperson avait l'intention de voyager en Colombie et Brésil en mai 2020. Mais à cause du pandémie, ça n'a pas eu lieu. Mais on avait beaucoup d'inquiétudes, comme le RCRCE, au sujet de ce voyage, parce que de ce qu'on avait vu, de ce qu'on voyait, c'est que le bureau de l'Ombudsman prévoyait visiter un site d'une compagnie sans avoir consulté ou parlé avec les communautés affectées pour savoir, premièrement, s'ils voulaient qu'elle y rentre sans avoir des mesures de sécurité propres à l'Ombudsman, etc. De toute façon, le fait que le bureau n'est pas ouvert, nous estimons que sans le pouvoir d'enquête, sans l'indépendance, même si l'OCRE ouvrira sa porte à des plaintes demain, ça ne servirait pas en tout aux personnes impactées. On a eu des bureaux similaires avant la création de ce OCRE, dont le conseiller en RSE. Ce bureau-là aussi n'avait pas le pouvoir d'enquête et ça ne servait pas aux personnes qui ont apporté des plaintes. Je sais qu'il y avait une autre question aussi de la question que tu avais mentionnée, Denis, s'il y avait des minières canadiennes qui sont sur l'appel. Moi, je ne connais pas. J'ai aucune information des participants, donc... Ouais, c'est peut-être plus difficile de répondre à celle-là et on ne peut pas ouvrir les micros aujourd'hui. D'ailleurs, je vous rappelle, pour ceux qui ont des questions, j'ai vu des gens qui ont levé la main, qui ont utilisé la fonction lever la main. Utilisez le chat si vous avez des questions au niveau technique et des questions pour les participants, mettez-le dans le
Q&A. Donc, je prendrais peut-être, il y a une question pour Guylain de Amélie Nouyen, donc qui demande, alors Guylain, si tu peux répondre à celle-là, on demande est-ce que ce serait possible d'en connaître plus sur la situation concrète des défenseurs des droits humains et du territoire en RDC. Alors, Guylain. Oui, merci beaucoup pour la question, Nguyen, Emery. OK. Oui, tu peux y aller. D'accord. Merci. Merci beaucoup pour la question. Je dirais que la situation des défenseurs des droits de l'homme en Afrique n'est pas très bonne. Pourquoi? D'abord, elle dépend d'abord de là où on se trouve. On s'est rendu compte, surtout dans l'organisation où on travaillait, ceux venant de l'Afrique francophone que ceux venant de l'Afrique anglophone, surtout côté information. Je sais qu'il y a beaucoup d'informations en matière des entreprises de droits de l'homme. Beaucoup d'informations sont plus en anglais qu'en français, ce qui fait qu'il y a un petit retard au niveau de recevoir des informations, non pas toutes les informations. De deux, au niveau de l'engagement, c'est beaucoup plus facile pour ceux qui sont plutôt situés sur les pays, sur le côté anglophone, de recevoir plus d'informations que ceux du côté anglophone. C'est là aussi parce qu'il y a beaucoup plus d'applications de ce côté-là. Et les domaines de business, d'entreprise et de droits de l'homme, c'est comme un domaine nouveau. Alors, ils n'ont pas assez de formation par rapport à ça. Alors, le troisième problème, c'est un défi qu'ils connaissent maintenant par rapport aux pouvoirs qui sont en place. Il y a ils travaillent il y a l'intimidation. Ils sont victimes des arrestations arbitraires et souvent, ils peuvent être même enlevés. La liberté d'expression n'est pas là. La liberté d'expression, la liberté d'association n'est pas là. Un autre défi auquel ils sont confrontés, c'est que c'est les judiciaires, ou disons les politiques qui s'ingèrent surtout sur les judiciaires. Il y a beaucoup de procès qui ont pris cours, mais une fois qu'ils sont en cours, quand même ils ont raison, ou bien les procès se déroulent bien, mais en raison de l'ingérence politique, ça n'aboutit pour moi presque pas à rien. En conséquence, nombre d'entre eux ont perdu la vie. On connaît le cas de Floribert Cheibé, Pascal Kabungulu, par exemple, en RDC, qui ont été tués parce qu'ils connaissaient ils détenaient certaines vérités ou bien ils étaient des personnes clés dans certains procès qui opposaient à quelques multinationales ou peut-être quelques membres de la famille présidentielle étaient impliqués. Et donc, ce n'est pas du tout une situation très, très confortable, mais ils sont quand même à féliciter parce que malgré tous les défis auxquels ils sont confrontés, le manque aussi de financement, parce que tous n'ont pas vraiment de financement, ils essaient quand même de faire de leur mieux et jusqu'à arriver à toujours à prôner pour la redevabilité de ces entreprises. Oui, c'est un peu ça, grosso modo, la situation des défenseurs des droits de l'homme en Afrique. Merci beaucoup, Guylain. Maintenant, on n'a pas beaucoup de temps pour les questions, malheureusement. Je vois notamment la question de Marie-Sophie Villeneuve, donc pour savoir quelles seraient là où les priorités au niveau de la mobilisation. Juste pour dire que dans quelques minutes, en fait, Elana de Développement épais va parler de la mobilisation, donc on pourra y revenir à ce moment-là. Pour les autres personnes qui ont mis des questions dans le Q&A, on va les laisser là et je vais inviter Guylain et Émilie, si vous avez des réponses à ces questions-là, d'y répondre par écrit dans la boîte de Q&A. Il y a possibilité de faire ça. Donc, on va passer à ce moment-là à la prochaine partie du webinaire parce qu'on a déjà un peu de retard et on ne veut pas vous garder trop longtemps. Donc, pour la prochaine partie, dans le fond, je vous présente tout de suite M. Alexis Brunel-Duceppe, qui est député du Bloc québécois dans la circonscription du Lac-Saint-Jean. Monsieur Brunel-Duceppe a travaillé au préalable dans les industries du cinéma à l'international, aussi en foresterie ici au Québec, avant d'être élu lors de la dernière élection fédérale au Parlement canadien. Il va avoir 5 minutes pour faire des commentaires par rapport à 2 questions que les organisateurs ont choisies et par la suite, on aura une période il y aura quelques minutes pour vous poser des questions. Donc, je vous rappelle, en fait, je vous lis les questions qui ont été
proposée par les organisateurs. Donc, nous reconnaissons donc votre engagement envers les obligations du Canada au niveau international en matière de droits humains, y compris celles liées à la reddition de comptes des entreprises opérant à l'étranger. Est-ce que les mesures suivantes, il y en aura deux, donc figurent dans vos priorités? Donc, c'est les mêmes que Émilie a mentionné plus tôt. Donc, d'abord, donner au Bureau de l'Ombudsman canadien de la responsabilité des entreprises, l'indépendance et les pouvoirs nécessaires pour enquêter sur les allégations de violation des droits de la personne, y compris le pouvoir de donner des témoignages, la production de documents. Et autre priorité, l'adoption au Canada d'une loi sur la diligence raisonnable en matière de droits de la personne. Dernière question, je vous laisse ensuite la parole, M. Boulet-Duceppe. Donc, à votre avis, qu'est-ce que les Canadiens ou les Canadiennes peuvent faire pour encourager le Parlement canadien à assurer la mise en œuvre de ces mesures? Est-ce que vous auriez des conseils particuliers pour les personnes qui veulent qui souhaitent contacter leurs députés pour faire avancer ces mesures-là en faveur de la reddition de comptes des entreprises? Donc, je vous laisse la parole, M. Boulet-Duceppe. Merci d'être avec nous. Merci Denis. Mais je veux remercier Émilie et Gilliane également. Puis je veux remercier tout le monde qui ont participé là, à l'organisation de ce webinaire. Franchement, je suis très heureux d'être là avec vous aujourd'hui. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que c'est bon? Oui. Oui, c'est parfait. OK, parfait. Excusez-moi. OK. Bon, d'abord, moi, je suis en faveur d'une étude du concept de diligence raisonnable, tant et aussi longtemps que ça entre dans les compétences législatives de la Chambre des communes et que c'est respectueux des compétences des provinces. Ça a toujours été au Bloc québécois, bien évidemment. Évidemment, je suis aussi en faveur d'une indépendance réelle de l'Ombudsman canadien, de la responsabilité des entreprises. J'ai d'ailleurs déposé 2 motions au sous-comité des droits internationaux à ce sujet-là bien précis, sur ces 2 sujets-là bien précis. C'est clair dans mon esprit qu'à l'heure actuelle, l'Ombudsman a été créé pour que le gouvernement se donne une bonne image, à défaut de se donner une bonne conscience. Compte tenu des limites actuelles de son pouvoir, on doit prendre l'opportunité que représente un gouvernement minoritaire dans lequel on se retrouve pour délier les mains de l'Ombudsman afin qu'il accomplisse le rôle qu'on voulait au départ, soit d'enquêter sur les allégations de violation des droits de la personne et s'assurer que soient punis les responsables de violations aux droits humains. Par ailleurs, si les milliards canadiennes agissaient au Canada comme elles agissent présentement à l'étranger, personne ne se défilerait et elles seraient poursuivies. Le Canada doit donc appliquer le même standard à toutes ces entreprises. Enfin, pour la deuxième question, entre autres, là, si les citoyens veulent aider, je pense que la première étape, c'est d'écrire à leurs députés, particulièrement si leur député est un libéral ou un conservateur, pour que la loi soit changée, en fait. Une pétition, c'est super bien même, mais on sait que c'est au Parlement que ça doit se passer. Alors, moi, je vous dis, mettez la pression sur les élus, appelez, écriviez, soyez tannants avec vos élus. C'est déjà la première étape, je pense, pour commencer. Moi, d'ailleurs, je vais mettre en ligne ce lundi, dès lundi prochain, une lettre modèle que j'espère mes collègues accepteront de partager là, pour que les citoyens conscients de l'importance des droits humains puissent reprendre et l'envoyer à leurs élus. Donc, je vous la ferai parvenir aussi à toutes les organisations qui sont présentes avec nous aujourd'hui. Merci de l'opportunité qui se présente à moi aujourd'hui de vous parler. Je suis vraiment content. Je pense qu'on s'aligne sur quelque chose d'assez précis de plus en plus. C'est possible de le faire. Seulement, il faut travailler ensemble. Il faut travailler de manière transpartisane à Ottawa. Ça, je pense que là-dessus, avec le NPD, ça va super bien avec Mme McPherson, entre autres, qui va être avec vous, je pense, jeudi au webinaire en anglais. On a une bonne relation. On a la même vision des choses. Donc, c'est possible de démontrer que même si on a des partis différents, on est capable de travailler ensemble pour le bien commun et pour les droits humains en ce qui nous concerne aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. On a le temps de prendre, on a quelques minutes pour prendre quelques questions. Je vais aller dans la boîte. Si vous avez des questions directement pour M. Boulet-Duceppe. Je vois que c'est les questions précédentes. Je vais attendre une minute. Donc, je vous invite à, tout comme on l'a fait un peu plus tôt, là, à taper vos questions dans la boîte Q&A. Et on va
allez-y pour les questions. J'essaie de faire défiler. Peut-être, en attendant, peut-être que mes collègues, pendant que les participants passent à leurs questions, les collègues intervenants, panélistes, si vous voulez prendre la parole, je pense que vous pouvez allumer directement votre micro et votre caméra. Si vous avez des questions pour... J'ai une question pour M. Brunel. Vu que on vit dans un contexte vraiment différent à cause du COVID, est-ce que vous pourriez partager avec les participants et participantes si les députés sont disponibles en ce moment, est-ce qu'ils sont encore accessibles? Puis est-ce qu'ils vont être à l'écoute pour un enjeu comme ça, malgré notre situation de la pandémie? Bien, accessible, moi je le suis 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Par contre, si je comprends bien votre question, est-ce qu'au Parlement, on peut amener ce genre de sujet, de dossier-là? C'est sûr que présentement, là, on a beaucoup moins de journées où on siège. Donc, ça nous enlève l'opportunité d'amener plusieurs sujets sur la table, particulièrement les mardis et jeudis, là, où il faut absolument que ça soit en relation avec la COVID au Parlement virtuel. Et donc, évidemment, le mercredi, ça porte surtout sur les mesures qui doivent être votées d'urgence. Et donc, ça nous laisse peu de place, effectivement, là, présentement, là, pour amener sur la table un projet de loi spécifiquement là-dessus. Ce que j'en comprends, c'est que lorsque la Chambre reprendra de façon normale les présences au Parlement, à partir de ce moment-là, ça va être possible de le faire plus facilement. Mais aussi, il faut aussi comprendre que c'est pas juste à la Chambre, selon moi, si on veut avoir l'opinion publique avec nous, c'est important aussi d'avoir une fenêtre d'opportunité qui nous permette de se faire voir. Parce que la plupart des gens, présentement, vont peut-être nous dire que c'est pas le temps de parler de ça, même si ça le sera toujours. C'est juste qu'il faut aussi, nous autres, être capables d'être conscients de la portée médiatique de ce qu'on veut avoir. Puis si on le fait pendant la pandémie, alors que les gens pensent malheureusement pas aux droits humains à l'international, mais plus à savoir comment ils vont faire pour mettre de la nourriture sur leur table. Je pense que c'est à nous d'adopter c'est à nous d'adopter un plan et médiatique. Pour combiner le médiatique avec le parlementaire, il faut se parler tout le monde ensemble ici, là. Votre question est excellente. J'espère que j'ai répondu comme il faut. Merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a un problème avec le Q&A. Quelqu'un me disait qu'il y avait de la difficulté à écrire dans la boîte, mais il y a Daniel Mallette qui disait qu'il y avait une question, qui n'était pas capable de l'écrire. Daniel, je pense que tu as accès, toi, à la possibilité d'ouvrir ta vidéo et ton micro, donc tu peux peut-être y aller directement poser ta question. Oui, OK. Est-ce que je suis présent? Oui. On te voit et on t'entend bien. Oui. Non, c'est ça, ça allait un petit peu dans le même sens qu'Elena. La question que j'avais, c'était une campagne qu'on peut dire pas évidente à mettre en priorité par les temps qui courent, mais comme il faut travailler à longue haleine sur ça, c'est un petit peu en rapport avec ça que je disais qu'il fallait quand même, malgré tout, essayer de parler et rencontrer des députés si c'est possible. Maintenant, ma question, ça serait, selon toi, Alexis, est-ce qu'il y a malgré tout de l'ouverture dans les prochaines semaines, les prochains mois, parce que c'est pas demain matin, la veille que la crise va être partie, est-ce qu'il y a de l'ouverture quand même de la part de tes collègues, d'autres collègues de d'autres partis pour justement parler de cette question-là afin qu'on soit bien prêt pour intensifier notre campagne éventuellement, soit par une pétition, soit par des interventions un peu plus musclées à la Chambre des communes quand on pourra ramener un peu plus ce genre de questions-là. Tout à fait. C'est pour ça d'ailleurs que lundi, je vais mettre en ligne la lettre dont je vous ai parlé tantôt, là, pour qu'on puisse justement l'envoyer aux 338 élus. Là.
Et ça, je suis tout à fait d'accord. Il faut commencer tout de suite. Il faut se monter un dossier c'est comme dans n'importe quoi. On commence à monter le dossier, puis plus on va arriver au moment où ça va être le temps de poser des actions parlementaires, entre autres, bien, on va déjà avoir un dossier étoffé. On parle de la pétition, on parle des lettres aux élus, mais on parle aussi de parler aux journalistes de plus en plus tranquillement, pas vite. Mais parce que la question d'Elena tantôt me demandait est-ce que c'est le temps à la Chambre des communes, en fait, d'amener le dossier. On n'a pas d'espace présentement pour ça, selon moi. Peut-être que je me trompe, mais c'est parce que moi, je veux qu'on ait le plus gros impact possible, là. C'est trop important pour que ça passe dans le beurre, comme on dit par chez nous. Et donc, mais oui, tout à fait. On commence les actions maintenant et tranquillement, pas vite, on étoffe le dossier. Moi, j'en parle à tous mes collègues. J'en ai parlé au caucus du Bloc québécois. Évidemment, les gens me suivent à 100% là-dedans. Le cabinet du chef me suit à 100% là-dedans. D'ailleurs, quand j'ai déposé les 2 motions au sous-comité, là, évidemment que je l'ai montré. Quoique non, je pense que je l'aurais montré après. Mais en tout cas, il était d'accord. Mais j'avais déjà eu des discussions préalables de toute façon sur le dossier. Je savais qu'elle était en accord avec ça. Et donc, ça va dans le sens que tu dis, Daniel. Oui, il faut commencer tout de suite, mais moi, je persiste à croire qu'il va falloir attendre notre fenêtre pour que ça ait le plus d'impact possible d'ici quelques mois. J'imagine probablement là, à l'automne, au début de l'automne, au début de la... Quand ça... Mais on ne peut pas rien prévoir, mais normalement, on devrait siéger normalement à l'automne. Je l'espère en tout cas. Merci. Merci beaucoup pour ces informations-là qui vont, je pense, nous être très utiles collectivement là, pour planifier justement les actions, la mobilisation, le plaidoyer, la suite des choses. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre aux questions et d'être avec nous. Vous pouvez rester avec nous pour les... ça se peut que je quitte oui, c'est ça, je comprends. Mais je vais essayer de rester le plus longtemps possible. Parfait. En tout cas, si jamais vous devez quitter, on vous remercie déjà de votre participation. Merci beaucoup. Merci à vous. Et on va passer justement, donc je pense que c'est un bon lien à faire. Il y a Elana Wright qui est chargée de plaidoyer et de recherche à Développement épais Caritas Canada, qui a travaillé dans les lieux des droits humains, en fait, qui travaille dans les lieux des droits humains et du développement international depuis maintenant plus de 20 ans, qui va justement nous parler d'un plan d'action et de la mobilisation. Donc, Elana, je te cède la parole. Merci beaucoup, Denis. Oui, c'est vraiment le bon moment de commencer à parler de comment chacun et chacune de nous pourrions agir pour assurer qu'on a une ombudsperson efficace et aussi qu'on puisse agir sur cette initiative de présenter un projet de loi au Parlement sur la diligence raisonnable en matière de droits humains. Alors, je vous partage quelques photos de nos mobilisations depuis des années, depuis plus qu'une décennie, pour un ombudsman, pour la responsabilité des compagnies canadiennes à l'étranger. On est très motivés et on vous propose 4 éléments, 4 étapes dans notre plan d'action. Aujourd'hui, le 14 mai, c'est une grande journée pour nous, les membres du RCRCE, les membres de Développement épais, de Amnesty, d'Oxfam, des églises, des syndicats, les métallos, qui étaient tous là à Ottawa, sur la colline parlementaire, le 14 mai 2014, il y a 6 ans. Et on va continuer de militer. On lance une pétition aujourd'hui. C'est très significatif pour nous. Et c'est une pétition parlementaire électronique. Alors, on utilise la méthode du Parlement du Canada officielle. Ça a été lancé par nos membres, alors par Martin Blanchet, un membre de Développement épais à Edmonton. Et on veut ramasser des 1000 de signatures sur cette pétition-là. Et pour ce faire, on a besoin de votre aide. On a besoin que vous vous joigniez à un défi de médias sociaux. Ce défi, c'est qu'on voudrait que vous partagez la pétition électronique sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter et que vous taguez 5 de vos amis pour que eux autres aussi qui signent la pétition. Et que ça continue, que ces personnes-là aussi qui lancent le défi puis qui
invite 5 personnes aussi de signer la pétition. On veut montrer que les enjeux reliés aux activités des compagnies canadiennes à l'étranger sont urgents et que les Canadiens et les Canadiennes sont très, très préoccupés par ça. Alors, avec beaucoup de signatures, on va pouvoir vraiment montrer que c'est un enjeu urgent. On vous invite aussi, dans le cadre de notre plan d'action, de rencontrer votre député. Et peut-être vous vous demandez, est-ce que c'est le bon moment de rencontrer votre député? Mais comme Alexis nous a dit, les députés ils sont dans leur circonscription, beaucoup. Certains sont, c'est sûr qu'ils sont à Ottawa, mais la majorité sont dans leur circonscription et ils sont disponibles pour des rencontres téléphoniques ou des rencontres virtuelles par Zoom ou par Skype. Alors, c'est possible pour vous, tout seul ou avec un groupe, de demander une rencontre avec votre député fédéral pour parler de ces enjeux, pour parler de la pétition et nos 2 demandes. Et on vous invite de le faire ce mois-ci, pourquoi pas, pendant le mois de l'action pour la justice minière. La 4e étape de notre plan d'action, c'est qu'on planifie, on va commencer à planifier ça. C'est un rallye, une manifestation, une mobilisation virtuelle. Alors, on aimerait faire ça cet automne quand on va présenter la pétition au Parlement. Et alors, on va vous partager beaucoup plus d'informations là-dessus plus tard. Alors, je vous montre la pétition électronique. Ici, on voit le lien pour aller le signer. C'est déjà actif. C'est appuyé par Heather McPherson, une députée d'Edmonton, qui représente Edmonton-Strathcona et qui connaît bien ces enjeux. Elle était anciennement au conseil albertain de coopération internationale. Alors vraiment, elle a déjà été sur le terrain, elle a vu des projets miniers, elle sait comment c'est important. Alors, on compte sur elle de le présenter au Parlement cet automne, parce que la pétition va être ouverte pendant 120 jours. Alors, on a 120 jours pour ramasser des 1000 de signatures là-dessus. Voici une image de la pétition et quand vous cliquez, vous allez pouvoir voir ça. Vous signez la pétition, vous mettez votre courriel, votre adresse de courriel électronique et vous avez besoin de confirmer par après, par courriel que vous signez. C'est quand même facile. Dans la pétition, on a nos 2 demandes. Alors, on voit la première demande, c'est donner au Bureau de l'Ombudsman canadien de la responsabilité des entreprises l'indépendance et le pouvoir nécessaire pour enquêter sur les allégations de violation des droits de la personne. Et la deuxième demande, c'est d'adopter une loi complète de diligence raisonnable en matière de droits de la personne, obligeant les entreprises à respecter les plus récentes normes internationales sur les droits de la personne dans toutes leurs opérations mondiales et leurs chaînes d'approvisionnement et les tenir responsables des préjudices causés par leur opération ou en leur nom. Et notre plan d'action, on l'appelle le plan d'action renforcé et promulgué. Et ce défi des médias sociaux, comme je vous ai dit, c'est de signer la pétition vous-même et de lancer le défi à 5 amis. La deuxième action, envoyer un tweet à votre député. Alors, vous pouvez quand même appeler le bureau du député. Mais dans le cadre de notre défi des médias sociaux, on vous invite de l'envoyer un tweet. Vous avez simplement à trouver son adresse Twitter et de le taguer dans votre tweet et de dire « Oui, je veux vous rencontrer pour vous parler des enjeux de responsabilité des entreprises canadiennes. » Et l'action 3, c'est de ne pas arrêter, de continuer de partager la pétition sur vos médias sociaux pour assurer que pendant tout le mois de mai et même pendant l'été, qu'on parle de cet enjeu dans les médias sociaux qui est devenu vraiment notre lieu de communication pendant la pandémie. C'est efficace pour
pour partager votre passion pour cet enjeu, puis votre engagement sur cet enjeu. Et il faut en parler dans les médias sociaux. Voici une image qu'on vous partage aujourd'hui dans ce lien qu'on va vous partager par courriel par après. Alors, c'est des images, on a une variété d'images de mines, de l'industrie des vêtements qui montrent des images de ce qui se passe à l'étranger. C'est pour nous rappeler que les compagnies canadiennes de vêtements, minières, pétrolières, ils sont en train de continuer leurs activités et ce n'est pas toujours avec le respect des droits humains. Voici une autre image d'une usine au Bangladesh où les travailleurs et travailleuses souffrent beaucoup à cause de la pandémie parce que beaucoup n'ont pas été payés. Leurs droits humains ne sont vraiment pas respectés en ce moment. Et ici, on voit les 7 étapes pour rencontrer votre député, qui est vraiment la façon la plus efficace d'assurer que le Parlement canadien est au courant de cet enjeu et qu'il voit que les Canadiens et les Canadiennes sont préoccupés par cet enjeu. Alors, étape 1, c'est de trouver les coordonnées du bureau de votre député. Deuxièmement, demander une rencontre. Vous pouvez le demander maintenant. Des fois, ça prend un peu de temps. Il faut être patient, il faut être persistant. Mais vous pourriez rencontrer votre député dès maintenant, mais aussi pendant l'été. Ça peut se faire par téléphone ou par Internet. Quand vous rencontrez votre député, c'est vraiment important de partager avec votre député pourquoi ça vous tient à cœur cet enjeu-là. Pourquoi c'est important pour vous? Est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un qui est affecté par un projet minier à l'étranger? Est-ce que vous êtes allé à un pays où vous avez vu les dégâts causés par les mines canadiennes? Est-ce que vous avez vu des vidéos, vous avez fait de la recherche qui a montré et qui vous a conscientisé des enjeux de droits humains liés à notre consommation? Et je pense que ça aide beaucoup pour que le député comprenne pourquoi ça vous tient à cœur. Vous pouvez demander le ou la députée pour son appui, pour l'appui qu'il ou elle signe la pétition. Et aussi, qu'est-ce qu'elle ou il peut faire pour appuyer, pour avancer ce dossier. Comme l'exemple d'Alexis qui parle d'écrire une lettre à tous les députés fédéraux. Quoi d'autre est-ce qu'il pourrait faire? Est-ce qu'elle pourrait faire pour témoigner de son appui pour un projet de loi et pour un ombudsperson efficace? Après la rencontre, vous faites un suivi 2 semaines à peu près plus tard pour demander quelle action a été prise par le député ou la députée. Et après, on veut avoir une image de quels députés ont été rencontrés à travers le pays. Alors, on vous invite de nous contacter si vous êtes associé avec Développement et Paix, avec Amnesty, avec Oxfam, avec Mining Watch. Vous pouvez contacter l'organisme pour leur dire « Oui, j'ai rencontré ce député. Elle m'a raconté comment elle nous appuie ou elle est contre ce projet de loi et d'écrire pourquoi, parce que ça nous aide beaucoup dans nos stratégies de plaidoyer. Et comme j'ai mentionné, il y aurait une mobilisation virtuelle cet automne. Alors, on ne va pas arrêter de continuer de mobiliser sur cet enjeu. On continue notre lutte pour la justice minière et pour la justice liée aux activités de toutes les compagnies canadiennes qui travaillent à l'étranger. Et vous allez recevoir un courriel de suivi après le webinaire avec des liens vers les ressources, vers l'enregistrement de ce webinaire, vers la pétition. Alors, vous auriez tout ce que vous avez besoin pour agir, pour participer à ce mois d'action pour la justice minière. Merci beaucoup, Ilana. Puis je pense que ton dernier commentaire arrive à point parce qu'il y a plusieurs personnes dans le chat qui demandaient s'ils allaient pouvoir avoir les liens vers les différentes ressources dont tu as parlé ou que tu nous as montré. Donc, oui, effectivement, donc vous allez recevoir là, toutes les personnes qui étaient inscrites au webinaire, vous allez recevoir les liens par la suite. Là.
Et Denis, j'aimerais juste inviter Daniel Mallette et Martin Blanchet d'allumer leur micro et leur caméra. Et si jamais ils voudraient répondre à des questions aussi, je sais que le temps est très court. Oui, peut-être. Est-ce que tu veux toujours faire le sondage ou est-ce que tu veux qu'on passe à la question-réponse? Oui, et on va faire les questions et réponses et après, on va lancer le sondage. Et pour que vous puissiez être prêts pour le sondage, on va vous inviter de dire quelle action est-ce que vous allez prendre dans le cadre du mois de l'action pour la justice minière. Alors, on va faire la période de questions, puis après, il y aurait le sondage. Donc, pour l'instant, on peut prendre quelques questions spécifiquement donc, sur le plan d'action et de mobilisation dont vient de nous parler Elana. Et donc, on a Elana, Émilie et Daniel qui peuvent répondre à vos questions. Donc, on vous invite à les mettre dans la boîte de Q&A. Et juste pour mentionner que Daniel Mallette est avec est un agent de mobilisation avec les métallos, le syndicat des métallos. Et Martin Blanchet est une membre de développement épais de longue date qui est l'initiateur de la pétition électronique. Parfait. Donc, il n'y a pas de questions pour le moment. Je vois qu'il y a des gens qui commencent à quitter. En attendant pour la question, est-ce que je peux Bien sûr, allez-y. Au groupe? Oui. Comme vous voyez, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je suis à Edmonton, en Alberta, et je suis entouré d'une mer bleue, si vous voulez. Nous avons un espoir qui n'est pas bleu. C'est la députée Heather McPherson, avec laquelle nous avons eu déjà des contacts. Et puis, Heather elle appuie beaucoup notre projet. Je dois vous dire que moi, j'ai débuté en 2013, je crois, j'étais à Madagascar. Et c'est là que j'ai appris pas mal toutes les mêmes réponses, les mêmes préoccupations que Guylaine et les Moura ont dit dans leur présentation. On s'est fait parler pour à peu près une heure de temps à toutes les difficultés que les minières canadiennes avaient pour le peuple. Et à la demande de visiter la mine, on a été refusé aussi. C'était dans un voyage avec Développement Épais, un voyage de solidarité. J'étais aussi à Ottawa pour présenter des pétitions en 2014, aujourd'hui même, je crois. Et ça aussi, ça a été toute une expérience de rencontrer des députés. Et la pétition, c'est un début. Rencontrer des députés, c'est un suivi. Et ensuite, on doit s'assurer que ces députés fassent ce que nous leur demandons aussi. Merci. Merci beaucoup, M. Blanchet. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui souhaite vous féliciter là, dans le chat, Daniel Roberge, qui vous remercie, qui vous félicite. Donc, j'en profite pour vous transmettre cette information. Est-ce que je n'ai pas de questions là, dans la boîte de Q&A, mais je ne sais pas si Daniel ou Elana ou Émilie... En fait, peut-être juste avant de saluer tout le monde, parce que ça va finir bientôt, peut-être juste mentionner que la revendication de l'Ombudsman, puis la question d'avoir une loi sur la question du respect des droits humains à l'étranger par les compagnies canadiennes, c'est une revendication qui est de longue date chez les métallos. Et dans la fameuse campagne 2013-2014, notre syndicat avait été fort actif et avait ramassé des milliers de signatures de la pétition à l'époque. C'est certain que dans la présente campagne, on va être actif, mais il y a un contexte, évidemment, avec la COVID qui fait en sorte que c'est une situation un petit peu plus compliquée pour nous présentement avec tout ce qui se passe au niveau des entreprises, les mesures de sécurité qui doivent être prises un peu partout, les programmes qui sont mis en place. C'est un peu dans ce sens-là que je posais la question tantôt, à savoir si on pouvait s'activer aussi avec les députés présentement, est-ce qu'il y avait de l'ouverture de ce côté-là, parce que ça, c'est des choses qui vont pouvoir se continuer dans les prochains mois, puis on va être là
pour le faire. D'ailleurs, on a fait partie de l'équipe avec toi, Denis, Elena et Émilie, de rencontrer dans un premier temps les députés du Bloc québécois à Ottawa il y a quelques mois avant que la COVID nous tombe dessus. Fait qu'on va continuer ça, puis on va faire notre possible pour activer la campagne, bien sûr, de la pétition. Puis j'étais content d'entendre qu'elle était là pour 120 jours, parce que ça va être un message qu'il va falloir continuer à marteler continuellement, puis profiter de chaque occasion qu'on a pour étendre cette campagne-là, parce que on a une conjoncture spéciale. Je pense qu'Alexis l'a mentionné tantôt. Il y a un gouvernement minoritaire présentement. Il y a des pressions politiques qui peuvent être faites avec les députés de l'opposition pour faire en sorte qu'ils adoptent une position plus acceptable par rapport à un tel projet de loi, puis un poste d'ombudsman avec des dents. Donc, on va être là pour participer à cette campagne-là. Merci beaucoup, Daniel. Est-ce que, Elana, est-ce que tu veux envoyer le sondage maintenant, juste avant qu'on se quitte? Alors voilà, donc avant de vous quitter, un petit sondage pour savoir quelles actions vous allez prendre, vous prévoyez prendre dans le cadre du mois d'action pour la justice minière. On va se donner une minute pour y répondre. Déjà 2/3 des personnes qui ont voté. Monsieur Côté. Oui. Il y a une caisse qui dit « Autre ». Ça aurait été intéressant si j'aurais pu mettre les autres actions que je désire faire pour partager avec tous les gens du Canada. Je ne sais pas si peut-être qu'on peut prendre 30 secondes après. On peut mettre pour décliner peut-être qu'est-ce que ce serait que ces autres actions-là. Elana, est-ce qu'on met fin au sondage? Oui, donc ce qu'on voit, bon, 95%, bon, je pense que presque tout le monde va signer la pétition et le 3/4 des gens qui ont répondu disent qu'ils vont lancer le défi aussi à Saint-Camille sur Facebook. Plus de la moitié vont demander une rencontre avec leurs députés et les 2/3 vont faire plus de recherches sur la justice minière pour mieux connaître les enjeux. Monsieur Blanchet, si vous avez un exemple à nous donner d'autres activités, allez-y. On vous écoute, on peut prendre une minute avant de terminer. Moi, je trouve que des rencontres avec les députés, tandis que c'est très important, très souvent, on se sent incapable de s'exprimer correctement avec ces gens-là. Comme ça, moi, je me prête bénévole à Edmonton pour n'importe qui de rencontrer son député, sa députée, et fournir peut-être l'expertise, si vous voulez, ou la facilité de lui parler à cette personne. C'est le citoyen qui va voter pour la personne qui est importante, mais il faut peut-être alimenter cette personne-là avec un peu plus d'expertise que possible, autant d'expertise que possible. C'est une des choses que je m'engage à faire. Bien, merci beaucoup pour votre engagement puis pour cette piste d'action aussi que d'autres pourraient reprendre. Donc, je pense qu'on arrive on est déjà à 1h30, alors je vais remercier le Réseau canadien pour la reddition de comptes des entreprises pour l'organisation de ce webinaire, ainsi que Amnesty International Canada francophone, Développement épais, Kairos et tous les membres du RCRCE qui sont engagés dans la lutte pour la justice minière. Et on remercie aussi évidemment tous
nos intervenants, intervenantes aujourd'hui et bien sûr, vous toutes et tous, les participantes et les participants qui permettent de garder ces enjeux-là en vie et de soutenir la mobilisation là, pour changer les choses en faveur de plus grande justice minière. Donc, on vous remercie tout le monde et comme on vous disait tout à l'heure, vous allez recevoir là, donc les liens vers les différentes ressources là, qui ont été présentées dans le webinaire. Donc, vous les recevrez par courriel là, dans les prochains jours. J'imagine que ça va être assez rapide. Donc, merci à toutes et à tous. Au revoir.